Afin de poursuivre cette réflexion maintenant bien engagée après cette première journée et demie, nous allons vous proposer 2 tables rondes qui sont plus spécifiquement axées sur des initiatives qui sont prises à la fois par des médias et par des centres de formation et des écoles de journalisme. Donc je remercie à mon tour Mathias Girel de nous avoir associé à ce colloque. Et puis voilà, je vais vanter Paris Sciences et Lettres comme à chaque fois que je peux le faire, n'est-ce pas? Et c'est vraiment une des grandes richesses Paris Sciences et Lettres de nous permettre ainsi d'avoir un lieu de travail pluridisciplinaire. Je dis ça parce que je le crois très, très profondément et que pour nous, école de journalisme, de pouvoir être ainsi en interaction avec toute une variété de disciplines, c'est vraiment très, très riche. Et bien sûr, mes remerciements à mon collègue Éric Naon, directeur adjoint d'IPJ, qui a constitué ces beaux panels. Au travers de ce qu'on va vous présenter, on aura un échantillon qui nous semble représentatif des initiatives, car ces initiatives, elles sont très nombreuses. Et à mon avis, ça indique que le sujet est préoccupant. On nous a parlé de panique tout à l'heure, mais effectivement, on voit qu'il y a quand même quelque chose comme ça de l'ordre de la préoccupation. En tout cas, il est pris au sérieux. Évidemment, on ne va pas être exhaustif parce qu'il y a énormément d'initiatives, mais en tout cas, voilà, on voulait vous montrer un peu la mobilisation des acteurs. Alors, je ne sais pas trop comment intituler mon propos. J'hésitais entre introduction, réflexion et lucubration. Donc, je vais faire un peu des trois et vous partager avec vous quelques idées. Je crois que cette irruption des infox, elles vont tout à la fois interroger les pratiques des journalistes, mais aussi leur rapport à la formation et à la méthodologie, et voire même à l'idée qu'on puisse formaliser une méthodologie de vérification de l'information. Et qu'au fond, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est acceptable par les rédactions ? Les infox, en fait, elles mettent en tension un peu la perception que les journalistes ont de leur propre travail. C'est-à-dire, est-ce que c'est une forme d'artisanat ? Est-ce que c'est une technique ? Et au fond, est-ce que j'ai la liberté de travailler comme je l'entends, face à une exigence technique aussi forte que celle qui requiert la réponse aux fake news et aux infos. Et à la réflexion, ça m'a fait remonter une question qui était un peu plus ancienne et plus vaste, une question qui a été longtemps débattue. Faut-il former les journalistes? Et si oui, à quoi et comment? Alors si on voit, grâce à ce séminaire depuis 2 jours, que la question des fausses nouvelles, elle est non seulement complexe, mais elle est évidemment fort ancienne, et puis qu'à la rumeur, à la calomnie, on ajoute maintenant l'infox. Donc on a une sympathique triade qui se trouve propulsée grâce au numérique. Mais puisqu'il a été fait appel à l'histoire, le fait que les infox nécessitent une application de la technique journalistique fait d'une certaine manière remonter en surface cette vieille question, faut-il former les journalistes ? Alors, je ne suis pas historien et je m'excuse par avance des approximations, mais lors de mes recherches sur l'origine un peu de l'idée d'école de journalisme, j'ai trouvé dans la presse des premiers questionnements sur cette idée, faut-il former des journalistes, dès les années 1830 à peu près. Et donc après d'âpres et de nombreux débats, le sujet sera même porté à l'ordre du jour des premiers congrès internationaux de la presse à la fin du XIXe siècle. C'est environ en 1899 que sera formée par Jeanne Weil, alias Dick May, l'École supérieure de journalisme. Alors à l'époque, ça provoquera dans les médias des tas de risées de tous les confrères journalistes, et notamment l'illustration fera un long papier et qu'il terminera en qualifiant cette future école des journalistes d'annexe de la grande école des ratés. Et donc on voit bien que les confrères à l'époque finalement se disaient mais qu'est-ce qu'on peut apprendre dans une telle école? Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je crois que de cette finalement naissance un peu complexe des écoles de journalisme, là je vous ai parlé de la France, mais évidemment aux États-Unis on trouve des choses tout à fait semblables, ça fait que c'est des écoles qui vont se construire un petit peu en marge de l'académisme et où dans ces formations on va articuler à la fois la théorie et la pratique, et puis beaucoup faire appel à des pairs pour une forme de compagnonnage de la transmission. Pourquoi je dis cela? Parce que là, on est au cœur, dans cette question des infox, de formaliser, de mettre en place des méthodologies, des méthodes, de développer finalement des techniques. Et ça, c'est toujours une question dans la création et la composition de nos cursus d'école de journalisme.
Et au fond, encore aujourd'hui, hein, même si l'affirmation est à modérer selon les rédactions dont on parle, on ne peut pas dire que l'école de journalisme soit le point de passage obligé d'une profession. Selon la façon dont on interprète les statistiques, on peut dire que grosso modo, sur les nouvelles cartes de presse, selon les chiffres, on va dire entre 15 et 30% sont des diplômés d'écoles de journalisme. D'ailleurs, l'honorable institution qui nous accueille aujourd'hui a produit plus d'un journaliste jamais passé par une école de spécialisation. Donc je crois que ce qui change vraiment aujourd'hui dans la question de la lutte contre les infox, c'est que là, on parle de la nécessité de mettre en place d'une technique. On verra tout à l'heure dans la première table ronde comment finalement les écoles européennes travaillent sur cette question, et d'une méthodologie beaucoup plus structurée et organisée que l'approche un peu classique de la vérification de l'information. Tout ça, c'est effectivement, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que la facilité avec laquelle les infox peuvent être créés, hein, en quelques clics évidemment, on peut mettre en forme une infox qui reprendra à la fois les codes et la présentation d'un article classique. La deuxième, c'est la rapidité de la diffusion, la viralité, à une vitesse bien supérieure à ce que nous avons connu autrefois, mais ça nous a bien été expliqué effectivement sur cette dimension de massification, hein, puisque cette quantité d'infox pouvant être produite, parfois même adaptée à son destinataire, semble être absolument massive. Et donc, on voit aussi qu'on peut avoir pour tout un tas de stratégies des individus ou des organisations, finalement, même des outils qui vont être en capacité de générer automatiquement, hein, par des automates, des masses d'infox qui vont être adaptées en fonction de la cible. Et puis là, quand on est dans cette période qui est la nôtre, où effectivement, et j'ai beaucoup aimé ce mot de panique, parce que finalement, c'est assez éclairant sur pas mal de la façon dont les initiatives montent actuellement, il y a une sorte de combat inégal entre l'homme et la machine, hein, puisque les algorithmes, de toute façon, seront toujours plus rapides à produire ces infox. Ça fait un peu penser finalement à ces journalistes, voire ces écoles de journalisme où on essaye d'enseigner des techniques pour être mieux classé par l'algorithme de Google. Évidemment, l'algorithme de Google, il ira toujours plus vite que tout cela. Et donc, lors de la dernière conférence des métiers du journalisme, on évoquait justement des automates qui allaient générer des informations pour être mieux classés par Google. Donc en fait, des robots qui allaient créer des informations pour être mieux classés par d'autres robots en face. Et donc on pourrait avoir une sorte d'idée comme ça qu'un jour, il y aurait des robots pour répondre aux infox qui seraient générés par d'autres robots. Mais bon, ça c'était la partie un peu élucubration. On va en revenir aux journalistes. Je crois que les journalistes qui sont déjà questionnés par la défiance des publics envers les médias, ils se trouvent là déstabilisés dans ce qui est un peu finalement un aspect tout à fait essentiel de leur métier. Puisqu'au fond, si on ne sait pas répondre aux infox, même les plus farfelus, on est perçu comme n'étant pas capable de faire un élément assez fondamental de son travail et de sa mission. Parce que même si ce n'est pas toujours facile de définir qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, on se retrouve quand même autour de la recherche, la vérification et la mise en forme de l'information. Or là, pour lutter contre les infox, il faut exercer cette base du métier, c'est-à-dire la vérification de l'information. Mais donc, peut-on finalement vérifier les infox de la même manière ? Je n'anticipe pas sur les tables rondes, sur les tables rondes qui vont suivre, quoi. Alors à cela, j'ajoute que lorsqu'il m'arrive de rencontrer des publics extrêmement variés pour présenter le métier de journaliste, une des premières remarques qui arrive très rapidement, c'est à peu près toujours la même, ça porte sur, entre guillemets, l'objectivité. Alors voilà, vous avez tout de suite quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais moi, je ne regarde plus BFM, les journalistes ne sont pas objectifs, etc. etc. » Donc, et on est vraiment toujours sur cette idée qu'il y aurait là, dans le journaliste, serait quelqu'un qui serait en capacité de nous présenter le réel d'une façon, et que finalement, et lorsque j'engage le débat, moi j'engage toujours le débat sur la question, au fond,
ce n'est pas tant la question de l'objectivité que la question de l'honnêteté dans la mode de traitement de l'information journalistique, plus qu'une hypothétique objectivité. Et c'est vrai que nous, au sein de nos écoles de journalisme, on essaye de former finalement nos étudiants à partir des faits pour essayer de retranscrire la réalité, plutôt que d'une pseudo, toujours entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, recherche de la vérité. Et donc à prendre la distance critique nécessaire. Mais finalement, quand la crédulité ou l'incrédulité, c'est selon, pousse certains à croire ou à vouloir croire ce qui nous semble être n'importe quoi, d'une certaine manière, les faits sont eux-mêmes démonétisés. Et donc les publics vont avoir plus confiance, ou en tout cas, parce que je rejoins aussi toutes les questions sur la sociologie de la réception, qui sont des questions extrêmement intéressantes, en fait, sur la façon dont on n'analyse pas encore assez, finalement, l'impact de ces infox, mais il semblerait que les publics vont avoir plus confiance dans ce que leurs pairs vont leur dire, voire même que ce qu'ils voient dans la réalité, ce qui nous ramène à certaines interventions que nous avons pu entendre hier, quoi. Et donc, le journaliste va s'étonner de la crédulité de ses contemporains et voir la large perméabilité de certains aux différentes théories du complot, ou même à la propension d'autres de partager délibérément des informations tout en n'ayant perçu qu'elles étaient fausses mais vraisemblables. Ça peut sembler difficilement compréhensible. Alors, je vais sortir totalement de son contexte une citation de Stuart Chase, mais qui dit « Pour celui qui croit, aucune preuve n'est nécessaire. Pour celui qui ne croit pas, aucune preuve n'est possible. » Bon, il ne parlait pas de l'information en l'occurrence, mais peu importe. On se retrouve quand même là, sur ce territoire, finalement, ce terrain de la croyance. Et finalement, en allant sur la croyance, c'est encore plus déstabilisant pour le journaliste qui, lui, aurait placé au cœur de son métier une sorte de religion du fait, pour reprendre une expression qu'on aime à utiliser à l'agence France-Presse. Alors, pour conclure, moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'effectivement, ce mot infox est bien choisi, mieux me semble-t-il que son équivalent américain, parce que je trouve qu'il y a là la dimension de volonté, de manipulation et donc d'intoxication. Ce n'est pas seulement une fausse nouvelle que l'on peut rétablir, mais au fond, ça amène le journaliste à se questionner à pourquoi on en est arrivé là et pourquoi cette fausse nouvelle a été publiée, en clair, un peu finalement à qui profite le crime. Puisqu'on n'est même plus dans le « je ne crois que ce que je vois », mais je crois ce que j'ai envie de croire dans ce que l'on m'a dit, car c'est presque encore plus fort que ce que je vois. Donc c'est cette approche. Je crois que le danger derrière tout cela, c'est que le développement des infox, d'où effectivement ce terme de panique est intéressant, parce que derrière le développement des infox, ça sert de prétexte un peu lancinant à certains qui entendent restreindre la liberté des journalistes. Et on peut dire que la période récente est quand même assez riche en la matière, puisqu'on a eu successivement une loi sur la manipulation de l'information en période électorale, une ONG qu'on a connue autrefois plus inspirée qui veut mettre en place une certification des médias dits fiables, ou encore voilà, la résurgence de projets plus ou moins baroques de conseils de presse. Donc, on le voit, la question des infox a des répercussions plus systémiques que celles que nous percevons, et permet à tout à chacun de rivaliser en inventivité pour réduire les libertés publiques. Donc, ce sont bien une question pour les journalistes, mais non pas seulement par l'impact qu'elles vont avoir sur la pratique du métier, mais également, d'une manière beaucoup plus vaste, par les risques qu'elles font courir, à mon sens, à très court terme, sur la liberté d'expression elle-même. Et donc, je vais céder la parole à mon collègue Éric Naon pour l'introduction de sa table ronde.
Merci beaucoup Pascal Guéné. Bienvenue pour cette deuxième partie de cet après-midi, table ronde consacrée donc aux réponses apportées aux fake news, aux infox, aux fausses nouvelles, à la désinformation. Alors j'ai eu un petit peu peur en début d'après-midi quand notre confrère Dominique Cardon nous disait finalement les réponses et ce que disait ce matin l'interlocuteur qui disait que, et on le sait, les personnes exposées aux fake news et les personnes exposées au fact-checking ne sont pas forcément les mêmes, mais quand on est journaliste ou qu'on a pour mission de former des journalistes, il faut quand même qu'on le fasse. Et là-dessus, on part vraiment sur cette notion qu'il est nécessaire de travailler au rétablissement des faits. Nous sommes rentrés dans une ère dite de post-vérité, que Pascal a bien résumé. Hein. Vous pouvez montrer des photos satellitaires de la Terre. Moi, si j'ai envie de croire que la Terre est plate, je pense qu'elle est plate, quels que soient les faits que vous allez m'opposer. Les faits deviennent une opinion comme une autre. Notre travail de journaliste, c'est d'avoir la religion des faits et de remettre les faits au centre du propos. D'où cette notion de fact-checking qui est partie au départ de la vérification de la parole du politique pour ensuite aller vers la vérification des rumeurs, des informations, infox, fake news, etc. Alors, le propos de cet après-midi est donc de dire quelles sont les réponses apportées par les écoles de journalisme. Et donc, j'ai à côté de moi, je vais commencer donc par Jérémy Nisset, qui est enseignant-chercheur à l'école publique de journalisme de Tours, au laboratoire PRIM, Pratique et ressources de l'information et médiation, et qui est responsable aussi du projet de recherche ANR Vigie, vérification de l'information dans le journalisme sur Internet et dans les espaces publics. À ses côtés, Frédéric Marin de l'Université Collège de Anvers et qui intervient également à l'Université libre de Bruxelles, qui nous parlera d'un projet qu'il a développé et assuré d'une unification de méthodes de fact-checking et mise en place dans une vingtaine d'écoles universitaires européennes, enfin dans toute l'Europe, au moment des élections européennes, donc le projet eucheck.eu. Alice Antôme, qui est directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po et qui va donc parler des méthodes d'enseignement du fact-checking à Sciences Po et du et après. Et enfin, Corinne Van Meris, qui est directrice des études de l'école supérieure de journalisme de Lille, et qui va nous parler à la fois évidemment de la manière dont on enseigne le fact-checking à Lille et surtout des projets et du lien qu'ils ont fait sur l'éducation aux médias, à la fois des journalistes, enfin des étudiants en journalisme et de ce qu'on appelle pudiquement les publics, donc des gens qui sont les futurs ou actuels lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices ou téléspectateurs, téléspectatrices. Nous et après voilà, nous essaierons d'avoir une petite présentation et une discussion qu'on va essayer d'être dynamique et interactive. Qui devait commencer? C'était Alice, me semble-t-il, qui donc voilà, le propos introductif et le propos aussi important, le message qu'on veut faire passer, c'est que l'enseignement du fact-checking tel qu'il est aujourd'hui enseigné dans les écoles de journalisme ne l'est pas depuis l'élection de Donald Trump, loin s'en faut, et que c'est une préoccupation qui est assez ancienne. Alice. Bonjour, bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est vrai que j'ai regardé avant de venir à ce panel depuis quand nous enseignons donc des techniques de vérification au sein de l'école de journalisme de Sciences Po. Et en fait, le premier plan de cours que j'ai trouvé, qui est vraiment intitulé Techniques de vérification, date de l'année académique 2011-2012. Donc vous voyez en effet qu'on est assez loin, ou en tout cas on avait anticipé assez lourdement
à la fois cette ère de post-truth et en effet la nécessité de remettre ça au cœur de nos enseignements. Comment ça se passe à Sciences Po ? En fait, c'est un des premiers piliers que l'on apprend aux élèves quand ils rentrent chez nous dès la fin août. On commence en fait par ça. Alors, ça paraît un peu évident de le dire, mais c'est vrai que si vous n'avez pas ces méthodes-là bien en tête, comment repérer une image qui peut avoir été manipulée, comment remonter à une source, est-ce que finalement le trottoir rouge dont on dit qu'il est au Soudan, est-ce que vraiment il y a des trottoirs rouges au Soudan ? Toutes ces techniques-là qui sont quand même qui font l'objet d'une méthodologie particulière qui s'apprend avec un certain nombre de critères à vérifier. Comment contacter la source ? Est-ce qu'on est sûr que quand une vidéo est sur YouTube, c'est bien la personne qui la publie, qui l'a tournée ? Voilà, toutes ces méthodes-là s'apprennent. Et en effet, c'est, je dirais, le point de départ finalement de la formation. C'est vrai que ce qui a changé tout de même depuis donc, cette année 2011-2012, c'est le fait qu'aujourd'hui, et ça a été assez bien dit par les précédents intervenants à cette table, c'est qu'en fait, on a beau faire correctement le métier, ou en tout cas cette technique de vérification et essayer d'être proche des faits, on n'est pas forcément cru. Même si on témoigne d'une très grande bonne foi, même si on a essayé de sourcer, même si on apporte tous les éléments de méthodologie pour essayer d'être aussi transparent sur la méthode, il n'empêche que la réception, alors point 1, soit on rate les gens parce que la source originelle, soit Sciences Po, soit un média installé, finalement n'est pas convaincante pour eux. Point 2, ceux qu'on arrive à quand même attraper et qui voudraient bien aller jusqu'au bout du papier ne le croient pas forcément. Et on fait intervenir aussi dans nos ateliers quelqu'un qui s'appelle Gérald Bronner, que vous avez peut-être déjà lu, qui a écrit notamment La démocratie des crédules, et qui explique très bien qu'en fait, les personnes qui ne croient pas aux faits sont 10 fois plus motivées que ceux qui y croient, et que donc, quand il y a une discussion sur les réseaux sociaux, sur oui c'est vrai ou non c'est pas vrai, ou une rumeur, en fait, ceux qui sont plutôt adeptes des théories du complot sont en fait beaucoup plus motivés, beaucoup plus, on va dire, ils ont un volume de messages beaucoup plus important que les adeptes de la rationalité. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, on perd. Donc, c'est assez pessimiste comme constat pour commencer, mais en fait, c'est pas seulement savoir bien vérifier les faits, c'est aussi être en capacité de les expliciter pour convaincre. Et c'est cette partie-là qui, sans doute, est encore à améliorer très nettement, vu ce que vous pouvez constater par ailleurs, c'est qu'on n'arrive pas, ou mal, ou pas assez, à convaincre de la démarche journalistique et de la véracité de ce qui est exposé, même si la méthode est justifiable, même si les éléments apportés sont bons. Donc c'est sur cette partie de comment convaincre, sans être non plus dans la défense d'une cause, qui pose problème aujourd'hui. Je vais peut-être passer la parole, puisque ça fera l'objet aussi de la suite. Je dis un dernier point peut-être pour vous dire que là, à l'issue de nos réflexions, on a décidé de faire une grande réforme, nous, concernant la formation que l'on propose là, dès la prochaine rentrée scolaire. En fait, on revient à quelque chose de très basique qui est allons sur le terrain et parlons aux gens. Ça paraît complètement idiot et absolument évident de devoir le faire, mais en fait, on a remarqué qu'à force d'être si agile sur le numérique, et c'est vrai que c'est une des forces sans doute de nos écoles à tous, d'avoir su développer tous ces outils, il manque en fait un truc de base qui est parler à quelqu'un. Et d'être sûr que, oui, on parle à la bonne personne. Et donc, ce qu'on a fait pour essayer de remédier à ça, ça vous paraît hyper daté sans doute, mais on a estimé que ça pouvait quand même redonner un peu de vigueur au métier que l'on enseigne. C'est les 6 premières semaines, nos élèves n'auront quasiment pas cours au sein de notre école en Master 2, donc la 2e année de Master. Ils auront une zone géographique qui va leur être assignée en proche et moyenne couronne de Paris, petite et grande couronne de Paris, pas du tout Paris intramuros, et ils vont la couvrir pendant 6 semaines non-stop, et ils auront un enseignant
une sorte de tuteur qui va leur servir à la fois de hotline, de relecteur, de guide, pour produire un certain nombre d'infos sur cette zone. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut les envoyer sur un terrain sur lequel, a priori, ils ne connaissent pas grand-chose ou rien, et c'est ce qu'on cherche, pour qu'ils ne soient pas en proximité avec un sujet ni un terrain, et qu'ils apprennent à découvrir un terrain, à se faire en fait un certain nombre de contacts qui vont aller voir les uns après les autres. Et puis c'est vrai que le fait d'articuler comme ça un certain nombre de zones, là où il y aura très peu de journalistes professionnels déjà installés, quasiment pas d'agences de presse qui vont délivrer un certain nombre de dépêches, ça va sans doute permettre à nos élèves d'être assez autonomes et pas en compétition avec des médias déjà établis. Donc, je ne pourrais pas vous dire encore aujourd'hui comment ça va fonctionner. C'est une expérimentation qu'on mène là, à partir du 2 septembre prochain, mais qui, dans notre espoir, permettrait évidemment de renouer avec le terrain, d'être moins déconnecté des réalités et puis de revenir à des choses assez basiques finalement qui sont je marche dans la rue, je sais parler à quelqu'un, je sais toquer à une porte et que ça, même si encore une fois l'agilité numérique est primordiale, ça ne fait pas que le contenu d'une information juste que l'on pourra ensuite produire en ligne. Merci beaucoup Alice. Je vais maintenant donner la parole à Jérémy Nisset de l'école publique de journalisme de Tours et qui va nous parler donc du projet Factoscope qui donc est parti de l'enseignement du fact-checking et plus encore. Oui. Alors, je remplace ici mon collègue Laurent Bigot qui gère au sein de l'école la spécialité presse écrite et qui a initié au sein de notre école un petit peu au même moment, au tout début des années 2010, ces enseignements-là, en particulier parce que vous le savez, au sein des écoles, à la fois il y a un staff pédagogique qui intervient, mais aussi beaucoup d'intervenants journalistes eux-mêmes. Il était sensible à cette question parce que lui-même était ancien journaliste et puis aussi il est le pionnier des travaux sur le fact-checking en France. Il est le premier à avoir fait une thèse déposée récemment. Donc à la fois il y avait une démarche professionnelle et une démarche réflexive, ce que vous retrouverez dans mon propos dans quelques minutes. L'idée a été d'abord de faire quelques ateliers et ensuite de systématiser ça. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait finalement sur une double approche où deux choses ont amené à lancer Factoscope. La première, cette obligation qu'il y a de vérifier les faits. Ça a été évoqué à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, la religion des faits. Et puis Alice a évoqué ce que sont au sein des écoles les obligations d'être carré sur ce point-là. Donc des sessions qui existaient déjà. Et puis aussi un lien et un partenariat qui était assez fort avec Le Monde, qui datait d'avant et qui portait sur des dimensions de terrain, particulièrement sur les moments de couverture de campagne électorale. Et l'idée était de continuer, mais pas toujours proposer la même chose, y compris dans le cadre de ce partenariat-là. Et puis c'est le moment aussi, à partir de 2014 environ, où les journalistes se sont rendus compte que beaucoup de choses circulaient qui étaient fausses, que les questions de quel public ils arrivaient à toucher étaient une question, mais aussi de comment renouveler la matière, et peut-être de passer aussi par les jeunes publics, que sont eux-mêmes les jeunes producteurs d'informations quand ils sont au sein des écoles. Ça a amené à... Alors juste, pardon, j'ai... la diapo précédente, si c'est possible, a lancé officiellement Factoscope en 2015. La version que vous avez actuellement en accès est celle un petit peu plus nouvelle depuis 2017. En 2015, l'idée a été d'aller vérifier au moment des élections régionales, et particulièrement de l'élection dans notre région Centre-Val de Loire, les propos des candidats à la fois dans les différents mandats qu'ils ont pu assurer, et en particulier du président de région sortant, François Bonneau, socialiste, qui lui-même se représentait. Et d'aller vérifier entre ce qu'il avait promis par rapport à la campagne précédente et la campagne qui arrivait automne 2015, ce qu'il allait être en mesure de mettre en œuvre, ou ce qu'il disait avoir mis en œuvre et qui n'était pas forcément vrai, ou qui l'était en partie, ou qui était vrai quand même. Et donc, les jeunes journalistes sont allés vérifier pas mal de choses, et ont évidemment, à cette occasion-là, eux-mêmes revisité pas mal de leurs fondamentaux ou de leurs présupposés, donc ce qui était intéressant. Et les politiques qui étaient soumis ont eux-mêmes du coup vu en partie cet impact-là, d'une part parce que c'était relayé par le monde.fr, mais ça l'était aussi par certains des médias locaux. France 3 par exemple, La Nouvelle République pour les organes de PQR par exemple. Ensuite, il y a eu cette vague 2 donc, qui est arrivée, et c'est celle à laquelle vous êtes soumis si aujourd'hui vous consultez les pages de Factoscope. C'est une préparation à partir de 2016, donc j'allais dire à la fois en anticipant ce que pouvaient être les effets, mais on ne les mesure pas totalement, de la campagne du Brexit, de la campagne de Trump, mais simplement de constater
accepter qu'en France, on n'est pas à part et que cette circulation des fausses informations pose question. L'idée, c'était de le préparer en 2016 pour davantage s'appliquer à l'élection, aux élections d'ailleurs, à la fois la présidentielle et les législatives en 2017. Et comme ça a été dit un petit peu tout à l'heure, le principe de base, il est d'abord de vérifier les déclarations politiques et puis ensuite de glisser vers le debunking, c'est-à-dire la vérification ou la démystification des rumeurs qui circulent en ligne, qu'elles soient d'origine ou d'ordre politique ou pas. Ce qui fait aujourd'hui que Factoscope, et l'idée pour moi ici, c'est pas simplement de le promouvoir, voire même pas de le promouvoir, mais de le questionner dans la pratique par les étudiants, fait que c'est le seul site aujourd'hui avec nos partenariats qui permet d'agréger des contenus des autres journalistes, et ces partenariats mettent les médias d'accord pour que l'on agrège, pour qu'on trouve en un seul et même endroit les différents contenus fact-checkés, et que les étudiants eux-mêmes soient à l'origine d'articles originels, pour pouvoir, sur leur matière à eux et sur la matière que ne travaillent pas d'autres journalistes, proposer des contenus. Ça amène à du coup une pratique évidemment professionnelle, elle a été pointée par Alice, elle l'est évidemment par mes deux autres collègues, c'est mettre en situation professionnelle les étudiants, d'une part, et je ne vais pas répéter tous les points qui sont ici derrière moi, la capacité de sélectionner et d'hiérarchiser l'information, mais ça c'est pas propre au fact-checking. La façon dont on les fait, construire des récits journalistiques, la question qui était évoquée tout à l'heure d'une pseudo-objectivité par Pascal, pose question en dehors de la pratique de vérification évidemment. La question de respecter des codes et principes pour ce qu'est ce fact-checking, et c'est en train de se structurer depuis plusieurs années, y compris à l'initiative de fondations. L'IFCN en est une, et elle met particulièrement des points important à respecter, que nos jeunes journalistes respectent, ce qui fait qu'aujourd'hui Factoscope est considérée elle-même comme une rédaction et elle est labellisée IFCN. On verra peut-être au moment des questions les doutes ou les limites que ça peut poser. L'autre point, c'est évidemment qu'on met en ligne ces contenus de nos jeunes journalistes, donc évidemment ils se sentent vus et c'est accessible ce qu'ils produisent, et ça les met du coup en position de responsabilité. L'autre point, c'est une obligation de l'IFCN, mais nous on l'avait anticipé, c'est de mettre les liens de type expert ou autre qui leur ont permis d'aller vérifier une information. Donc quelque part, et même si ça a aussi ses limites de rendre transparent le travail, évidemment ces partenariats rendent une réputation professionnelle aux étudiants. Donc à la fois on est au sein d'une école, mais on est aussi au sein d'ailleurs des réseaux écoles et aussi au sein de la corporation journalistique à avoir une forme de pratique professionnelle qui certifie leur travail, mais surtout qui les rend crédibles. Et ces jeunes étudiants n'ont pas l'impression de travailler à blanc sur une matière qui resterait un exercice. La diapo suivante. Voilà un petit peu globalement, et pour faire très vite, quelques visuels de ce à quoi ressemblent nos articles de fact-checking. Souvent, ça part d'une déclaration politique, vous la voyez sur la gauche ici, et puis ensuite une mise en contexte, de dans quel type de contexte ça a été énoncé, à quoi ça fait référence, et ensuite on peut passer à la diapo suivante. Ici, alors j'ai découpé un petit peu ce que serait l'article, puisqu'évidemment il serait plus d'ordre vertical, vous voyez ici sur deux colonnes. Ça mêle, mais comme les rédactions de fact-checking, pas mal d'autres outils qui sont ceux de la visualisation, l'utilisation des données elles-mêmes, pour rendre alors pas juste pour s'amuser évidemment, parce que la critique a pu être formulée il y a quelques années, mais pour rendre ça parfois plus accessible, plus intelligible. Vous vous doutez du coup en creux, puisque la question ici porte sur les écoles, que ça rend nos étudiants évidemment plus compétents pour la situation dans laquelle ils se retrouveront une fois qu'ils intègrent les rédactions, d'autant plus qu'il y a parfois un présupposé des rédactions, c'est ils sont jeunes, ils savent donc manipuler mieux que nous, supposément quarantenaires ou plus, les réseaux sociaux. Ils savent mieux manipuler que nous les logiciels, ils savent mieux manipuler que nous la data. C'est pas forcément vrai, ils l'apprennent au sein des écoles et sont pas performants sur tout. Évidemment, là tout d'un coup, ça leur met un petit peu le pied à l'étrier. Et je répète que comme ils sont vus, ils font du mieux qu'ils peuvent et évidemment avec un peu plus d'exigence. Si on passe les diapos suivantes, voici un petit peu les innovations, parce qu'à la fois, il y a ici l'objectif, je crois, pour la table ronde, de vous dire que ce n'est pas nouveau, le fait que les écoles s'intéressent à la vérification et à cette circulation de fausses informations. Et pourtant, elle prend des formes nouvelles, cette circulation. Donc du coup, le fact-checking lui-même prend des formes nouvelles. Il faut essayer d'aller toucher d'autres types de publics. Il faut essayer d'avoir une approche nouvelle. C'est le cas y compris par des nouveaux outils, y compris des nouvelles tables d'interface. Vous voyez ici, avant 2017, ce à quoi ça ressemblait, puis pour le bas, ce à quoi ça ressemble depuis 2017, depuis l'élection présidentielle et les suivantes, y compris pour les européennes récemment. Vous voyez aussi, y compris ce qui a pu être le travail. Et il n'est pas inintéressant, alors qu'au départ, on pense journalisme pour ce qui est la circulation des contenus, les questions qu'on se pose, et la hiérarchisation de l'information, de comment on la présente et représente. Donc l'idée de base, elle avait été de dire qu'il y a des mauvais et bons élèves, mais en fait, effectivement, on est tous à la fois soumis à des bonnes ou mauvaises informations, et c'est difficile de la qualifier comme telle. L'idée de base avait été de mettre un joli chapeau de diplôme et puis un bonnet d'âne. Et là, il se trouve qu'il est pointé pour Marine Le Pen, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il se trouve que c'était sans doute un petit peu plus caricatural. On revient sur une forme de sobriété qui fait que aussi la parole politique, elle est complexe, et parfois qu'elle n'énonce pas
les faits de façon suffisamment claire, qu'elle est parfois dans du jugement qui rend difficile, et je pense que ça c'est partagé par mes collègues et par les fact-checkers eux-mêmes, difficile à vérifier. Du coup, ce bonnet d'âne, par exemple, ne fonctionne pas toujours. Donc on est parfois sur quelque chose d'un petit peu plus simple. Vous en voyez ici les formes. Les autres innovations, c'est, je le disais il y a quelques secondes, pour rendre accessible ce travail-là et faire prendre conscience aux étudiants que tout ne se passera pas sur le site mère, d'aller rendre ça accessible sur des espaces autres, en particulier, et on y pense évidemment les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres formes, qui sont ceux de comment je rentre dans la plateforme, et est-ce que je lis de façon linéaire, ou est-ce que je viens chercher quelque chose que j'ai déjà en tête, donc l'outil par exemple de recherche lui-même, une newsletter pour rappeler des choses et rendre récurrentes peut-être les consommations, un peu plus habituelles, pas tant pour de l'autopromotion, mais pour avoir des formes de réflexes dans les usages, une application mobile qui a été développée avec les étudiants de Polytech à Tours, donc sur le smartphone lui-même, qui a pris aussi la forme d'un news game, c'est-à-dire de jeu, c'est-à-dire vous pensez avoir entendu cette phrase, à qui l'attribuez-vous, est-elle vraie ou fausse, ce genre de choses sur lesquelles tout un chacun peut se questionner, et public éduqué comme non éduqué, pour soi-même réviser un petit peu ses présupposés. Voilà un petit peu les développements qui étaient les nôtres. Et puis, évidemment, la dimension d'être présent sur les réseaux sociaux, je l'évoquais il y a quelques secondes. Ça paraît tout bête, mais pour autant, on est tous à savoir que ça prend énormément de temps et que les journées sont trop courtes, les mois sont trop courtes, et ce qu'on appellerait nos maquettes, ou tout simplement le cycle qui va de septembre jusqu'à avril-mai, parce qu'on ne se cache pas qu'à un moment ou à un autre, ils partent dans les rédactions, ne serait-ce que pour leurs incursions professionnelles, fait qu'on est pris par le temps, mais qu'il faut rendre ça visible. Je vais terminer par un point qui est celui que j'évoquais au tout début, c'est-à-dire à la fois pratiquer, mais en même temps être en train de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, de proposer au public, et quel type de journalisme on est en train de pratiquer, à la lumière des critiques qui lui sont adressées, et de la circulation des fausses informations qui se fait y compris pour des publics qui, certains, ont déserté le journalisme lui-même. Alors du coup, ce travail se fait en parallèle d'un autre travail qui lui a été amorcé de quelques années dans la continuité de la thèse de mon collègue Laurent Bigot sur la vérification de l'information, et cette fois en essayant, pour une dimension de recherche, de ne pas en faire le précaré des journalistes ou même des jeunes journalistes. L'idée est la suivante, c'est ces outils merveilleux qui permettent d'aller vérifier, ces outils qui permettent d'aller visualiser assez rapidement pour certaines informations que c'est faux ou que c'est vrai, ou pour d'autres que c'est plus complexe, nécessitent non seulement une technicité, mais une forme de connaissance. Et pourquoi finalement il y aurait seulement une partie de la population qui serait maître de ça, alors que les autres vont être face au fouillis de l'information, face à des logiques de référencement, y compris des moteurs de recherche, Google en premier lieu, de circulation sur les réseaux sociaux qui posent problème. L'idée a été d'amorcer un travail de recherche qui a été validé et sélectionné l'an dernier par l'Agence de la recherche et qui a démarré en décembre dernier, donc c'est tout frais. On en est actuellement à avoir dépassé voilà un petit peu les tâches qui le composent, je ne vais pas toutes les nommer, mais d'essayer de comprendre ça, de le mettre dans une historicité, de comprendre où on en est aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre les outils qui sont proposés à la vérification et de faire en sorte que ce ne soit pas seulement les journalistes qui en soient maîtres. Et du coup, la fin de l'acronyme dans Vigie, évidemment, l'idée c'est de savoir s'il peut y avoir des vigies, des gens qui sont en position de vigilance auxquels se référer. Les deux dernières, le I et le E, c'est sur Internet et dans l'espace public, en gros faire en sorte qu'il y ait des pratiques ordinaires de vérification et que nos jeunes journalistes ne soient pas les seuls, même si ensuite ils vont aller les initier au sein des rédactions, mais qu'ils puissent essaimer. Et que quand vous êtes aujourd'hui non-journaliste, vous puissiez vous-même vous mettre en doute, et quand vous êtes en doute, allez savoir où vérifier, et pas uniquement sur les sites de fact-checking établis que sont Check News, Enseignement des Intox, que sont les décodeurs. Donc il y a à la fois cette démarche pratique et cette démarche réflexive, je répète, pour que les publics se sentent pas, puisqu'ils sont en plus défiants vis-à-vis du journalisme, à aller dire qu'on est encore sur quelque chose de trop expert. Ce projet de recherche lui-même démarre, en parallèle continue l'activité de Factoscope, mais vous voyez donc du coup qu'à Tours, pour répondre à la question qui était celle d'Éric, évidemment c'est pas nouveau qu'on s'y intéresse, donc à la fois on l'intensifie, tout en étant à la fois en recul. Je vous rassure, ça ne nous rend pas schizophrènes, mais c'est une richesse finalement d'être à la fois en train de pratiquer en pointe sur les outils qui se développent, et en même temps d'être critique, d'avoir cette position de recherche qui met des nuances et qui met des prudences, y compris parce que, ça a été souligné tout à l'heure et rappelé à plusieurs reprises, j'imagine hier, les effets sont à la fois peu connus de ce que sont les circulations de fausses informations, mais les effets aussi de la vérification ne sont pas forcément connus eux-mêmes et sont peut-être au sein d'un giron que nous, on essaie en partie de faire éclater. Merci beaucoup, Jérémy. Nous allons passer à un autre projet, un projet multi-école, multi-pays, qui est donc présenté ici par Frédéric Marin. C'est le projet youcheck.eu et qui a mobilisé donc un certain nombre d'étudiants et d'établissements.
Eric, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici. Je vais vous parler du projet EU FactCheck.eu, qui est un projet avec une vingtaine d'écoles européennes, qui est né au sein de ESHTA, qui est l'association ou une association européenne d'écoles de journalisme, et dont l'objectif était d'établir un curriculum commun sur le fact-checking. Donc dans ce réseau d'une vingtaine d'écoles. Donc, point important, l'objectif, ce n'était pas ou pas nécessairement de debunk du fake news. Le principal objectif, c'était de faire ce curriculum et la méthodologie sur le fact-checking. 16 écoles ont participé, un peu plus de 200 étudiants. Le projet on a travaillé pendant 3 années pour préparer le projet, mais la période de production, c'était les mois de février jusqu'à mai, pour faire du fact-checking autour, le thème général, disons, c'était les élections européennes. Pendant la période de préparation, un collègue à Anvers, 2 collègues à Utrecht, en Pays-Bas, et moi-même ont essayé d'établir une méthodologie commune. Et cet exercice a abouti à ce qu'on appelle le fact-checking flow chart, donc un arbre de décision pour faire du fact-checking, qui ne se positionne pas comme la méthodologie fact-checking, mais qui se positionne très clairement comme un outil pédagogique. Je ne vais pas parcourir tout le flowchart avec vous, le temps nous manque. Le flowchart lui-même, il est téléchargeable à partir du site web. Disons juste que dans notre méthodologie, on voit 3 phases ou 3 pas, dont le premier est le plus important, à mon avis, c'est d'analyser le claim. Le deuxième, c'est on va analyser l'auteur du claim et là où les sources. Et en troisième phase, on va scorer les claims. Donc, juste pour vous donner une idée, ça c'est l'arbre de décision ou le flowchart pour la première phase, deuxième phase, troisième phase. Donc c'est très structuré et on a proposé ça à tous les participants au projet pour utiliser comme méthodologie commune. Donc le projet qui a couru du mois de février jusqu'au mois de mai, donc on vient d'aboutir, une fois que les élections européennes étaient là. Quels sont quelques résultats? Dans ces 4 mois, on a publié avec les 16 écoles 130 articles, dont 79 fact-check et 51 posts blog. On a su attirer un trafic de presque 11 000 visiteurs uniques sur ces 4 mois, avec une tendance croissante. Au février, on est parti de 0 visiteurs. Au mois de février, le premier mois, on était à 1000 visiteurs. Au mois de mai, 4500, ou presque 4500. Donc les 11 000 visiteurs uniques, soit ça représente 0,0025% de l'électorat européen ou 0,0050% de tous ceux qui ont voté. Où avons-nous trouvé nos visiteurs? Au début, c'était, et je vais retourner sur cette graphique, au début, surtout
les médias sociaux, et puis à partir du 2e mois, et surtout 3e mois et le mois de mai, les moteurs de recherche. Maintenant que le projet est fini, quelles sont les leçons apprises sur 3 thèmes? Peut-on générer du trafic sur une période, du trafic signifiant sur un site web sur une période de 4 mois? Et si oui, comment? Je reviens sur cette graphique avec quelques observations. Je crois que pour un démarrage rapide, les médias sociaux sont indispensables. Et puis, c'est l'optimisation des moteurs de recherche qui doit commencer à faire son travail. Dans notre expérience, les effets, si on a fait bien le travail d'optimisation, les effets commencent à se faire ressentir après plus ou moins 1 mois. Nous sommes je suis assez fier de cet exemple-ci. À un certain moment, je ne crois pas que c'est toujours le cas, mais si on entrait dans Google Fact-Checking Flowchart, on occupait les 3 premières positions et même avec le cadre sur la première position. Ensuite, il ne faut pas lâcher les efforts sociaux, et s'il y a un point qui est un peu décevant, oui, décevant dans le projet, c'est qu'il y a seulement une minorité, apparemment, une minorité de profs de journalisme ou d'enseignants de journalisme qui s'occupent de promouvoir même leurs propres articles sur les médias sociaux. Ça m'étonne. Et je crois qu'on a laissé sur la table un potentiel de trafic là. Est-ce qu'on a réussi à établir une méthodologie commune? Je vous montre les résultats pas encore finaux d'une enquête qu'on est en train de faire chez les enseignants et les profs qui ont participé. Sur le flowchart, donc l'arbre de décision, la tendance, c'est que oui, pour les 2 premières phases, donc l'analyse du claim et l'analyse de l'auteur et des sources du claim, le flowchart a aidé les étudiants à faire leur travail. 3e phase, un peu moins. Donc, en général, oui, on a établi une méthodologie commune. Sur le flowchart, qui est toujours un work in progress, je dirais, les résultats sont mitigés, mais aussi important, je crois, on a établi des formats communs, comme les articles, les post-blocs, l'échelle entre vrai et faux. Et surtout, selon moi, le résultat le plus important du projet, c'est les réflexions que les étudiants ont faites sur les médias, sur leur propre travail, sur le journalisme, sur le processus de fact-checking, sur l'échelle entre vrai et faux, et sur l'Europe, évidemment. Je vous invite vraiment à lire les post-blocs qui, selon moi, sont le résultat le plus intéressant du projet, encore plus intéressant que les fact-checks même, sur le site. Voici quelques exemples. Enfin, quelques observations sur un projet à une échelle européenne. 5 observations. Oui, c'est faisable avec une vingtaine d'écoles, si on peut compter sur l'énergie et la bonne volonté de tous les participants. Mais même là, on doit, je crois, avoir une équipe centrale dirigeante d'au moins 5 personnes pour la période de 3 années et surtout pour la période de production, la période de 4 mois dont j'ai parlé. Pendant le projet, évidemment, on découvre des différences culturelles qui sont toujours intéressantes.
Et peut-être le plus important, c'est l'importance de la communication. On a décidé très tôt dans le projet d'utiliser la plateforme Slack, que vous connaissez peut-être. Et je ne crois pas qu'on aurait réussi de la manière qu'on a réussi dans ce projet sans une plateforme ou des procédures telles qu'on utilise dans Slack. Dernier point, quel est le futur de ce projet? Je crois qu'on a établi des liens, on a établi des procédures, on a, je crois même, établi une marque, donc ce serait très dommage d'en finir maintenant. Donc, je cite le dernier post qu'on a fait, c'est que les rumeurs que le projet EUFactCheck.eu va s'arrêter sont absolument faux. Merci beaucoup Frédéric, je me réserverai quelques questions plus tard. Corinne Van Meris, donc directrice des études de l'École supérieure de journalisme de Lille. Et que faites-vous donc en termes de fact-checking dans votre école? Depuis combien de temps et comment ça s'incarne aujourd'hui? Alors effectivement, comme mes petits camarades, je peux reprendre quelques éléments sur ces enseignements. En fait, finalement, la vérification des sources et le travail sur la fiabilité des sources, c'est quelque chose qui existe depuis de tout temps dans les écoles de journalisme. Et à un moment, effectivement, c'est devenu un genre journalistique en soi et ça a été étudié dans les écoles à ce titre-là. Alors, le projet le plus et le plus ancien dont je pourrais vous parler est un site de fact-checking politique qui s'appelle Lui Président, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui a été créé par des étudiants qui étaient à l'école à l'époque en 2012 et qui avait pour objectif de fact-checker les promesses électorales de François Hollande. Donc c'était en 2012. Ce site est toujours en activité. En fait, les étudiants chaque année se passent le relais en fait pour assurer ce fact-check. Et bien sûr, là aujourd'hui, on vérifie les promesses électorales d'Emmanuel Macron et ce qui est intéressant, au-delà du fait que c'est un très bon exercice, hein, c'est une veille, ça leur permet d'avoir une culture politique, d'aller dans des dossiers, d'aller plus loin, de pas faire un travail superficiel, mais c'est vraiment un travail profond qu'ils sont obligés de mener pour le faire, et ce site est public. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les étudiants, les journalistes qui les encadrent dans ce projet sont d'anciens étudiants de chez nous qui eux-mêmes participaient au projet. Donc il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans la transmission du projet par des étudiants et des journalistes ensuite qui sont dans des rédactions, puisque là les journalistes actuellement qui encadrent le projet sont journalistes à l'AFP, au Monde, au site de France Info. Voilà, donc ça c'est un projet qui est bien identifié. Et puis ensuite, effectivement, ça fait partie, ce que disait Alice, des enseignements de base très très vite en démarrage de cursus sur à la fois l'appréhension du fact-check, mais aussi les outils techniques. Hein. Voilà, ça fait vraiment partie du début du cursus. Alors vous m'aviez demandé d'intervenir plus précisément sur l'éducation aux médias et comment... Oui, absolument. Pour faire aussi le lien avec la vérification de l'info et la défiance du public, comment finalement travailler en amont de cette production de fausses informations et de cette diffusion de fausses informations. Ouais. Parce qu'effectivement, j'y reviendrai quand on montrera un petit peu dans le détail, mais pas mal d'exercices d'éducation aux médias dans les ateliers qui sont proposés au public scolaire concernent le fact-checking et la vérification des informations. Donc on est à la fois... alors je vais peut-être rebondir sur ce que disait Alice, qui disait que donc, finalement on apprend aux futurs journalistes ce travail de vérification de l'information, mais ce qui est un petit peu compliqué, c'est le fait de convaincre en fait le public. Alors c'est vrai qu'avec l'éducation aux médias, qui s'adresse a priori essentiellement à un public scolaire et donc aux futurs citoyens, c'est une manière de prendre le problème peut-être en amont, et on se dit en sensibilisant les enfants, les scolaires,
On peut aussi sensibiliser plus globalement une famille. Voilà, c'est une pierre qui est portée à l'édifice. Hein. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, les journalistes sont assez motivés et assez sensibilisés à ces questions d'éducation aux médias. Moi, j'ai souvenir quand j'étais dans une rédaction il y a quelques années. C'est vrai, quand il y avait la semaine de la presse à l'école, on était assez sollicités. Donc, dans les rédactions, on disait, est-ce que tu peux aller dans tel ou tel collège, etc. Bon, on y allait, plus ou moins. Voilà, certains journalistes n'avaient pas du tout envie d'aller faire ce travail-là. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit. Il y a une réelle prise de conscience dans la profession que ce travail-là, finalement, fait partie aussi de notre mission. Alors, ce qu'on fait à l'ESJ, ça se développe en fait depuis quelques années et en deux volets. Donc, il y a l'éducation aux médias qui est assez classique, donc avec un public de scolaires essentiellement, de non-journalistes. Donc, bon, là, je ne sais pas si je pourrais éventuellement répondre à des questions et développer si vous le souhaitez. Il y a des formats qui sont assez classiques, donc des ateliers qui sont proposés soit à l'école, donc des classes viennent à l'école, dans les studios, etc. Et où on fait c'est-à-dire qu'on met les élèves en situation de produire de l'information, radio, télé, etc. Donc sous forme de petits ateliers. Et on se déplace aussi, donc via des formateurs qui ont l'habitude de travailler avec nous, dans les établissements scolaires. On est en train de finir d'aménager un véhicule utilitaire qui nous permettra d'aller encore plus près du terrain, si on peut dire, parce qu'il y a effectivement des établissements scolaires qui n'ont pas les moyens de venir jusqu'à Lille et de venir jusqu'à l'école. Donc, ça sera l'inverse, c'est-à-dire c'est nous qui allons aller avec un journaliste professionnel, hein, c'est toujours évidemment très encadré, un technicien, avec cet utilitaire, sous forme de ce petit studio mobile. En fait, on va pouvoir faire des actions d'éducation aux médias. Et effectivement, on a aussi un escape game qui est en place. On a des jeux qui sont en construction, qui sont après mis à disposition des enseignants. Et effectivement, quand on regarde sur le contenu de ce qui est proposé, des exercices qui sont proposés, des ateliers, on est quand même beaucoup sur la vérification d'informations. C'est-à-dire, on met, je vais donner un exemple, par exemple, dans un établissement scolaire, on imagine un petit scénario avec un petit fait divers, un début d'incendie dans l'établissement, etc. Imaginaire, hein, je vous rassure. Et là, on met un groupe d'élèves en situation d'aller vérifier les informations, de repérer que certaines sont fausses, qu'il y a des rumeurs, etc. C'est-à-dire qu'on les met vraiment en position, dans cette position-là, avec l'espoir que ça les amène, eux, après, en tant que consommateurs d'informations, à avoir la même vigilance, puisqu'ils ont pu observer à quel point c'était finalement pas si simple d'avoir les informations les plus fiables. Donc ça, c'est vraiment le volet qui est un peu classique, mais qu'on a beaucoup développé à l'école et il y a pas mal de financement du ministère de l'Éducation nationale. Enfin, il y a une vraie préoccupation, un vrai enjeu en fait aujourd'hui sur ces questions-là. Il y a un deuxième volet aussi qu'on a développé depuis 2-3 ans, que je pourrais résumer autour de l'idée qu'il faut aussi former les futurs journalistes à ces questions d'éducation aux médias. C'est-à-dire que dans le cursus des étudiants qui vont devenir des journalistes, on a instauré un petit module d'éducation aux médias. En fait, c'est né au départ d'une réflexion. Et donc, on était bien, je le resitue un petit peu dans le temps, on était avant la crise des Gilets jaunes et les mouvements sur les ronds-points. C'était il y a quelques années, j'étais allée... je pense que c'était à la rédaction de TF1, j'avais une étudiante qui avait gagné un prix et donc c'était une manifestation assez festive, tout le monde était content, elle était contente aussi et je lui dis tout va bien, ça se passe bien comme tu veux, etc. Là, c'était un moment plutôt sympa pour elle. Et puis elle me dit oui, je suis très contente, mais elle me dit tu sais, il y a des moments où c'est quand même difficile quand je suis avec la caméra dans la rue, siglé TF1. Donc à l'époque, c'était plutôt TF1 qui était en ligne de mire. Aujourd'hui, ça serait plutôt BFM. Mais en fait, je me fais agresser par des gens. Enfin, il y a des gens qui viennent, qui me disent comment vous pouvez travailler pour TF1, comment. Elle dit je ne sais pas trop quoi leur dire. Je suis et donc j'ai senti qu'elle était un peu désarmée. Bon, c'est le tout départ de ma réflexion, mais je me suis dit effectivement, peut-être qu'une simple discussion qu'on a toujours eu, les journalistes ont toujours dû expliquer, voilà, mais c'était des discussions qui étaient relativement bon enfant, j'allais dire. J'ai eu le sentiment qu'il fallait un peu outiller en fait les futurs jeunes journalistes, et donc on a mis en place un enseignement un peu plus structuré qui à la fois permet à ceux qui le souhaitent, et c'est évidemment sur la base du volontariat, ceux qui le souhaitent d'eux-mêmes pouvoir animer des sessions d'éducation aux médias. On a pas mal d'étudiants qui font du tutorat, par exemple dans des collèges
collèges qui ont des projets médias. Donc, en général, ce sont des collèges qui sont classés REP. Donc, on a des étudiants qui ont envie, qui font ça. Donc, on les outille pour animer ces sessions. Mais tous les étudiants suivent un petit module de formation pour finalement s'intéresser à la pédagogie de l'information, c'est-à-dire comment on explique au public, aux gens qu'on va rencontrer sur le reportage, les gens qu'on va interviewer, etc., et qui éventuellement sont un peu suspicieux, posent des questions, essayent de comprendre ou sont un peu dubitatifs sur la manière dont on travaille, comment on peut leur expliquer, comment on peut renouer le dialogue finalement entre les journalistes et le public. Merci beaucoup, Corinne. Alors, c'est assez riche parce qu'on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre formation à la vérification de l'information, éducation aux médias, différentes sensibilisations à tout ce qu'on peut faire. Et on voit bien que cette vérification de l'information déborde en fait à la fois des journaux dans lesquels elle se trouve, des médias dans lesquels elle se trouve, des écoles dans lesquelles on les enseigne pour aller sur le terrain. Et la question que j'ai envie de vous poser, à votre sens, le fact-checking, cette nouvelle compétence qui va au-delà de la simple recherche de l'information, de la vérification, du croisement des sources, est-ce que ça doit être une compétence de spécialisation pour le journaliste ou est-ce que ça doit être une compétence transversale ? Vous avez 3 heures. Ça va être très rapide. Je pense que c'est une compétence transversale, vraiment, je pense. Après, on va avoir effectivement des étudiants, enfin des journalistes qui vont peut-être créer des rubriques, vont travailler dans des services spécialisés. Il va peut-être falloir y avoir peut-être la maîtrise d'outils peut-être plus performants, et ça, il faut aussi pouvoir se les approprier. Mais en tout cas, sur la base de la formation, pour moi, ça fait partie des enseignements fondamentaux. Oui, même réponse. En plus d'être transversale, je pense que c'est une des premières compétences à acquérir. Mais en effet, comme dit Corinne, après, tout dépend de la visualisation ou du format choisi pour en rendre compte. Ça peut être de la visualisation de données, en effet, comme ça a été présenté. Mais ça peut être aussi tout simplement être capable de débunker ou de faire un article écrit finalement moyennement innovant dans la forme, pour dire si oui ou non c'est vrai ou si c'est faux, ou nuancer. Je voulais juste parler d'un dernier point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. C'est aussi pour montrer que le fact-checking, même si c'est une compétence de base, ça mène à quand même pas mal de choses. Il y a un documentaire qui est sorti hier et qui a été enquêté par nos élèves de M2. Ça s'appelle « La nouvelle fabrique de l'opinion sur Facebook ». L'idée, c'était d'enquêter pour savoir si avant les élections européennes, on était influencé, et si oui, comment, dans nos votes, dans notre façon de voir le monde et dans nos opinions politiques par le plus grand réseau social au monde. Et pour ce faire, on a 6 élèves qui se sont immergés dans des profils sur Facebook, un profil Gilets jaunes, un profil France Insoumise, un profil républicain, un profil La République En Marche, et qui pendant 3 mois non-stop ont été exposés évidemment à des contenus très différents selon le profil sur lequel ils étaient immergés. Les découvertes qui découlent de ce documentaire, qui est en 3 épisodes et que je ne peux que vous encourager à regarder parce qu'il est quand même assez éloquent et qui est sur la plateforme Spicy, c'est qu'en réalité, Facebook fait beaucoup de politique, ça ne vous étonnera pas, mais que surtout, les contenus auxquels on est exposé selon les médias que l'on dit aimer, les interactions que l'on a, sont vraiment très dissemblables selon le profil qu'on incarne, et c'est particulièrement caricatural quand on le teste sur 3 mois, jour après jour, nuit après nuit, même si voilà, je pense que vous êtes assez initiés, assez pratiques. Le fait de le faire en immersion pendant 3 mois, c'est très éloquent, et vous voyez ces élèves-là, ces 6 élèves qui ont donc mené cette enquête avec les équipes de Spicy. Heureusement qu'avant, ils avaient eu les techniques de vérification bien en tête, même si voilà, le travail d'enquête et d'investigation qui en a
circulaient n'étaient pas forcément déjà dans leur esprit quand ils ont appris les techniques de vérification. Mais c'est pour dire que le fact-checking, c'est un tout petit bout de ce qui peut être fait journalistiquement. C'est juste le démarrage, pour répondre à la question d'Éric. Mais ça mène évidemment à bien d'autres choses ensuite sur, finalement, le sujet là, qui est sorti hier, qui est vraiment sur la façon dont les algorithmes de Facebook façonnent notre opinion politique et éventuellement nos votes pour les élections européennes. Merci beaucoup. J'aurais encore une petite question à mes voisins. On remarque souvent, je me fais un peu l'avocat du diable, que les articles de fact-checking, outre le fait qu'ils ne sont pas exposés aux mêmes personnes qui ont reçu les fake news, sont souvent assez rébarbatifs, c'est-à-dire qu'ils sont écrits de manière très droite, très factuelle, forcément, très rigoureuse. Et dans le projet YouCheck, il y a la partie blog qui est beaucoup plus créative. Dans le Factoscope, il y a pas mal d'innovations et vous avez parlé de NewsGame. Comment faire aussi pour rendre les faits plus attractifs et presque aussi attractifs que les fausses informations qui deviennent virales? Je vais répondre peut-être en premier, en ne sachant pas si ça va correspondre, et ce n'est pas un problème, à la réponse suivante. D'une part, effectivement, en innovant sur les formats, mais il y a un présupposé à penser que les articles de fact-checking sont rébarbatifs. Donc comme quoi les biais de confirmation, ils existent, on le sait tous, un peu partout, y compris au sein de notre propre communauté. Je fais ici référence à une étude qu'avec mon collègue Laurent Bigot, on est sur le point de sortir, ce qui travaillait à la fois les titres et les contenus de fact-checking pour les rédactions les plus établies, à différentes temporalités, soit c'est des journées ordinaires, soit à l'occasion d'événements particuliers, y compris attentat de Nice en 2016, y compris moments électoraux. En fait, les journalistes de fact-checking se donnent une règle qui est celle de l'équilibre pour les contenus qu'ils fact-checkent, de ne pas toujours être en train de fact-checker Le Pen, de ne pas toujours être en train de fact-checker une personne d'un autre bord que le leur, pour moi être irréprochable sur ça, mais pour le reste, ils se lâchent plus. Pour le dire clairement, leurs titres sont beaucoup plus polémiques, vont offrir à la controverse. Et le but, ça ne va pas être ensuite de les faire circuler davantage sur les réseaux sociaux, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. C'est d'utiliser les adjectifs quand une personnalité politique a menti, de le dire clairement. Quand il y a eu exagération, et là pour le coup, vous avez sans doute, et je n'ai pas d'échantillon pour le coup, si je l'avais su, je les aurais prévus, mais vous avez en tête, pour ceux qui parmi vous consultent les rubriques de Désintox, devenues Check News pour Libération, des décodeurs, et y compris de la part de l'AFP, qui est pourtant une agence, de dire plus crûment les choses, parce que quelque part, cette parole politique qui circule et qui abuse, on ne va pas le dire autrement, a besoin d'être rectifié, ce qui du coup en retour quand même crée une certaine modération de la part des politiques eux-mêmes. On ne va pas dire qu'ils mentent moins, mais ils savent qu'ils se feront davantage attraper par la patrouille et que s'ils sont dans les top personnalités les plus citées par le site, au bout d'un moment, ça va les rendre moins crédibles. Donc on va quand même nuancer les effets, ça ne les empêche pas de mentir, ça ne les empêche pas d'abuser au moment des débats en particulier, mais malgré tout, le gros mensonge circule un tout petit peu moins, y compris parce que les choses sont dites clairement. Et les titres ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils modifient y compris la pratique telle que nous, on a pu l'enseigner à nos étudiants, mais tel que c'était le cas depuis plusieurs décennies. C'est clairement d'utiliser les guillemets, de mettre à distance et d'avoir une clarté dans ce qui est exprimé par l'autre, d'essayer de qualifier l'énonciateur, une parole politique, une parole culturelle, quelle qu'elle soit, d'une parole d'un sportif, avec sa mise en perspective par le monde journalistique. Et il y a aussi autre chose, tout simplement, puisque vous les avez vus se construire sur ce mode-là. Quand il y a une interrogation, d'utiliser plus particulièrement le point d'interrogation, alors qu'il y a encore 5 ou 10 ans, on disait aux jeunes étudiants, tu ne construis pas un titre avec un point d'interrogation. Bah oui, quand on n'a pas une affirmation, ou quand ça pose question, autant le dire clairement. Et l'autre point, c'est de démarrer des articles, et le titre qui lui-même démarre par non, virgule, ou oui, virgule, mais quelque part, un moyen d'aller contrecarrer l'information sur laquelle, plus ou moins, vous avez mis la main la veille sur tel réseau social, qu'il s'agisse de Twitter ou de Facebook. Parce que le problème est le suivant, si vous ne démarrez pas ces titres par du non ou par du oui, ce que va attraper vous-même votre regard, mais surtout ce que va attraper le robot SEO, Search Engine Optimization, la façon dont va être classée l'information, va créer sinon en ligne de l'ambiguïté. C'est-à-dire si vous êtes simplement en train de relayer la parole de l'autre, ça va être pris comme argent comptant par le robot, avant que vous-même vous ayez cette dimension intelligible. Donc, non, c'est moins policé.
Et puis l'autre point, si je peux finir là-dessus, ça fait réagir en interne les rédactions. Et ça va peut-être répondre, quelque part, je vais me permettre de répondre à la question précédente. J'ai failli, plutôt qu'en 3 heures, si la question m'avait été soumise, répondre en 3 secondes à dire c'est transversal. Mais en fait, je pense, en y réfléchissant, que c'est à la fois transversal, le fact-checking, et à la fois une dimension de spécialité pour ce que sont les pratiques fines. Pourquoi ? Parce que, y compris au sein des rédactions, on a créé ici des postes dédiés en y mettant des moyens, et pour ne pas se cacher, y compris parce qu'il y a une dimension de marketing éditorial. Les médias ont beaucoup à gagner à se recrédibiliser et à dire qu'ils font bien leur travail, y compris avec des outils dédiés, des cellules dédiées et des gens qui savent faire. Puisqu'on leur a reproché pas mal de choses depuis plusieurs années, voire plus. Ici, il y a en interne du coup un mouvement qui se crée de le monde de journalisme politique s'est vu reprocher pas mal de choses, y compris la connivence avec les acteurs politiques. Et ici, les jeunes journalistes arrivent et bousculent tout. Et bousculent, y compris la place qu'ils prennent au sein des rédactions, la réputation qu'ils prennent au sein des rédactions, les moyens qu'on leur donne. Et du côté des publics, il y a un peu plus d'amour pour les fact-checkers que pour les chroniqueurs politiques, les éditorialistes politiques, ou même les journalistes simples politiques, sans utiliser la dimension d'opinion, mais qui faisaient leur travail depuis une vingtaine d'années. Donc du coup, à la fois, tout journaliste peut être en mesure, s'il s'y forme, d'être capable de vérifier, mais il y a quand même sur les dimensions fines des métiers spécialisés. Et pour moi, ce n'est pas si différent de savoir écrire, ou savoir écrire ne serait-ce que correctement le français. On l'apprend aux journalistes, mais malgré tout, l'histoire de la presse a prouvé que certains étaient spécialisés, ne serait-ce que sur la chaîne de production. Les secrétaires de rédaction, qui sont bien des journalistes, vont à la fois affiner l'écriture, le vérifier colonne après colonne et article après article pour que les titres ne se ressemblent pas trop. Bref, c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre du commun et des fondamentaux, mais en même temps des points spécifiques. Et si je finis, c'est parfois des points spécifiques de tel moment du parcours. Les fact-checkers, pour la plupart, et parce que c'est récent, là, sont encore à leur poste, beaucoup disent qu'ils ne feront pas ça toute leur carrière. Et inversement, certains qui ne l'ont pas encore fait se verraient bien le faire pendant plusieurs années, parce qu'à un moment ou à un autre, ça les réinterrogera et ça les restimulera sans doute. Merci Frédéric. Si la question est comment rendre les faits plus attractifs, je crois que ça dépend un peu ou beaucoup du choix de claim. Et dans le travail d'éduquer les étudiants en journalisme, ça s'avère souvent le travail le plus difficile. Quel claim ou quelle déclaration va-t-on prendre pour faire du fact-checking? De nouveau, je crois, le but final, c'est de démarrer une réflexion dans la tête des étudiants. Et sur votre remarque, il faut se méfier que dans le processus de fact-checking, on n'aide pas à disperser du fake news ou du fake news. C'est la raison pour laquelle on a choisi dans le titre de chaque article fact-checking, oui, on reprend le claim ou la déclaration originale, même que si elle est fausse, mais le premier mot du titre, c'est toujours false, true, mostly false, ou uncheckable, qui est une catégorie très intéressante. Oui, absolument, pour faire un mini retour d'expérience sur le projet YouCheck. Le fait d'unifier les affirmations en vrai, faux, partiellement faux et invérifiable amène cette catégorie invérifiable à apporter énormément de complexité, de subtilité et en fait une vraie histoire à raconter. Voilà, ça c'était effectivement quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Moi, j'avais une question sur le débat sur la fameuse balance. Est-ce que ces initiatives nouvelles là, que vous prenez, elles obligent aussi, parce que je sais que dans le journalisme américain, il y a une grande réflexion sur la balance. La balance, c'est de donner les points de vue différents, même si un des points de vue est très minoritaire. Est-ce que ça fait aussi partie de la question de la communication autour évoquée des fake news, de réviser ou de prendre autrement la question de la balance, ou est-ce que ça fait tellement partie de la déontologie journalistique qu'on ne peut pas y revenir? Si je devais répondre,
Si je devais répondre, je pense qu'elle se joue à 2 niveaux. À la fois dans les sources convoquées, et du coup ça permet aux étudiants d'aller découvrir, à la fois sur le terrain, mais surtout en ligne, quand il s'agit d'aller vérifier une activité en ligne ou une parole qui elle-même a été formulée et relayée en ligne, des espaces auxquels ils ne sont pas soumis d'habitude. Donc c'est pas plus mal, parce que quelque part ça va exercer davantage leur curiosité, à comprendre ce qui existe en dehors de leur propre sphère, à eux-mêmes essayer de moins confirmer leur propre point de vue. L'autre dimension sur laquelle ça joue, c'est, puisqu'il y a des contenus régulièrement postés et mis en ligne, de ne pas, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, de ne pas se voir accusé de fact-checker, de vérifier les paroles de toujours les mêmes personnalités. Et ça crée parfois des difficultés. Alors déjà, j'ai oublié d'expliciter, ce qui est sans doute une particularité, Alice l'a énoncé tout à l'heure, sur le fait de faire exploser aussi un tout petit peu la façon de travailler, ne serait-ce que dans l'organisation de l'agenda. Faire sauter 6 semaines, c'est pas seulement faire sauter des habitudes installées, c'est le rythme que ça prendra ensuite dans l'année pour aller développer le reste, qui n'est pas moins fondamental. De coller toujours au rythme qui fait qu'une année c'est une année. Les médias recruteurs, eux, vont pas forcément changer ensuite leur planning. Moi, j'en ai une autre traduction qui est celle des moments où aller vérifier la parole et où être le plus réactif. C'est bien souvent au moment où la parole est exprimée dans les médias grand public, quand elle fait réagir du coup, et c'est-à-dire de façon très matinale en radio, ou alors lors des soirées électorales, qui pour le coup ne démarrent pas avant 21h. Vous vous doutez qu'en termes d'organisation, ça change pas mal de choses, y compris dans l'encadrement lui-même, avec les équipes pédagogiques et avec les intervenants, même si c'est hyper enthousiasmant de suivre des soirées électorales, évidemment ça nécessite, y compris pour les questions d'accès au matériel, etc., pas mal de choses. Mais en revanche, le point sur lequel je voulais insister sur ce domaine-là, c'est se forcer à aller avoir un équilibre dans les paroles des personnalités fact-checkées pousse parfois un petit peu le vice, parce que certains sont assez clean sur leurs déclarations, jouent moins avec le feu. Et l'autre point, c'est tout cet entre-deux de paroles invérifiables et volontairement invérifiables. Et dans la campagne de 2017, nos étudiants particulièrement, c'était évoqué tout à l'heure sur la dimension des posts de blog, c'est-à-dire quel est le retour d'expérience des étudiants eux-mêmes, est une énorme frustration, dont on voit aussi aujourd'hui les traces, et pas par hasard, à fact-checker Emmanuel Macron. Je vous invite, je me suis promis de le faire, j'ai toujours pas eu le temps de le faire, à revisiter ces interventions en débat, les débats à multi-candidats, parce qu'en fait, rien n'est prononcé clairement qui serait vérifiable, ou qui serait, rien n'est à la fois vérifiable et rien n'est notamment complètement opposable. Ce qui fait que du coup, il n'est pas situable, ce qui a pu créer pas mal d'ambiguïté, mais là je ne vais pas déborder du champ infocom entre guillemets qui est le mien, et qui du coup crée tout simplement, pour être concret, mince, on n'a pas, alors même que les sondages le donnaient progressivement gagnant, on a peu de Emmanuel Macron dans nos fact-checks. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup on serait en train d'être soit pro-Macron, soit complètement anti-Macron à ne pas le fact-checker ou à passer sous silence des mensonges supposés ? Ça pose de larges questions. Et souvent, c'était les moments les plus riches avec les étudiants. Quand tout à l'heure on disait qu'on rend la partie visible, qu'on espère que ce soit lu, même si c'est moins lu que le reste, je pense que pour ces jeunes étudiants, c'est davantage ce qu'ils deviendront et ce qu'ils feront, y compris au sein de leur rédaction, en espérant s'aimer, qui compte qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire pendant les 2 fois 9 mois, en gros, au sein de nos écoles, et tant pis si c'est moins vu, c'est le retour qu'ils en ont et l'enrichissement et la partie critique qu'est la leur. Et du coup, cet équilibre-là, je pense qu'ils se le posent encore plus, pour être plus clair sur ma réponse, que leurs activités habituelles sur les articles. Voilà. Oui, merci de ces présentations. Je me demandais ce que vous pensiez de l'avenir du fact-checking et notamment du fact-checking qui n'est pas fait par des journalistes. Moi, je pense à d'autres modes de fact-checking qui existent dans d'autres parties d'Europe ou des États-Unis, où c'est des non-journalistes qui le font par le biais de fondations ou qui ont recours à une sorte de crowdsourcing où il y a des experts très très différents, des personnes à la retraite, etc., qui amènent des connaissances très différentes et qui peuvent donc avoir d'autres perspectives.
Voilà, c'est parce que c'est des tendances différentes. Alors là, on pourrait vous accuser de récupérer le fact-checking pour vous dans votre profession, ce qui est, je crois, absolument nécessaire. Mais est-ce que ça va créer de la confiance s'il n'y a pas aussi des alternatives de fact-checking qui sont faites ailleurs? Et je me demandais du coup si vous avez pensé parfois à intégrer dans vos rédactions, si je puis dire, des non-journalistes, des gens qui arrivent parce qu'ils ont d'autres compétences. Vous savez qu'ils manquent de grandes compétences en journalisme, en sciences, en économie, etc. Et donc, il y aurait peut-être une autre façon de faire du fact-checking là, en faisant entrer d'autres communautés dans la vôtre. Voilà, c'est juste pour venir vous titiller un peu au cas où. Moi, je vais juste répondre en deux points très rapidement. Le premier point, c'est oui, ça existe. Et pour certains sujets, ça vaut tout à fait le coup. Et je dirais que même économiquement, c'est obligé. Je pense à une carte qui a été faite il y a une dizaine d'années par le New York Times sur, je ne sais plus, c'était le prix des pintes de bière dans tous les États-Unis ou bien le prix du... Ça pouvait pas être une baguette de pain, donc ça devait être une pinte de bière. Et évidemment que si vous voulez, là, c'est assez facile de demander de l'aide, en fait, parce que je crois me souvenir qu'il fallait prendre la photo du prix sur la carte de la pinte de bière pour l'envoyer aux journalistes qui s'occupaient d'agréger les données sur ce sujet. Donc là, clairement, quel est l'intérêt d'envoyer je ne sais combien de journalistes sur le terrain pour faire ce travail, alors que c'est quand même tout à fait possible de le faire. Donc mutualiser sur un certain nombre de sujets quand c'est possible et économiquement quand même plus intéressant, il faut dire les choses, je crois que ça existe et c'est très bien. Après, il y a d'autres sujets où en effet c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça répond pas à votre dernière question qui est très importante, qui est comment on ouvre à des profils moins littéraires le journalisme, ce qui nous servira de toute façon pour la couverture, pas que pour le fact-checking, pour la couverture de sujets qui nécessitent des compétences et une compréhension des enjeux qui est quand même assez différente de profils issus du monde littéraire. Et ça, je pense que ça serait presque un autre débat, mais c'est hyper intéressant et c'est un gros travail de la part de toutes nos écoles, notamment dans les processus d'admission, pour ouvrir à des gens qui savent en clair pas faire forcément des dissertations et des notes de synthèse, les concours ou en tout cas les accès à des élèves qui sont hyper doués dans leur domaine, mais qui en effet jusqu'à présent n'étaient pas forcément testés sur ce qu'ils pouvaient apporter au métier de journaliste. Et si vous voyez, mais encore une fois, ça serait un autre débat, tous les efforts qui ont été faits par les écoles de journalisme et qui continuent d'être faits pour en gros complètement changer la façon dont sont recrutés les élèves pour être moins sur en gros des compétences littéraires que sur une façon de penser, une capacité d'argumentation, quel que soit le domaine, ça avance un petit peu. C'est pas encore parfait, il y a encore du travail, mais c'est des sujets très très importants pour l'avenir je dirais pas que du fact-checking, de la profession. Oui, et pour ajouter dans l'autre sens, évidemment, on travaille énormément en l'occurrence avec différents établissements de PSL pour recruter des élèves, mais également dans nos enseignants. Nous n'avons pas que des journalistes, loin s'en faut, dans nos enseignants, dans nos vacataires, mais également des spécialistes universitaires, des professeurs d'université, des spécialistes avocats, gestionnaires de fonds qui dirigent des fonds de gestion pour travailler la finance d'entreprise, la finance de marché. Et rien ne nous empêche à l'avenir des statisticiens pour venir parler de data, et rien ne nous empêche à l'avenir d'avoir des fact-checkers non journalistes au sein de nos universités, de nos écoles de journalisme. Juste, pardon, je me permets, avec quand même une nuance qui est toujours celle, elle est finalement pas propre au fact-checking, c'est qui parle en ligne. Quels sont les énonciateurs ? C'est-à-dire que derrière la question, on sent toute la richesse ou la plus-value que ça peut avoir. Et vous sentez qu'avec le projet de recherche Vigie que j'ai mentionné tout à l'heure, l'idée elle est là, d'avoir des pratiques ordinaires et peut-être même certains qui n'en feront pas leur métier mais qui l'exerceront, qui pourraient être une ressource. Mais c'est oublier la malveillance évoquée ce matin de certains qui pourraient créer les contenus de façon malveillante, créer le fact-check qui irait derrière, se positionner et le faire circuler. Donc ça ne résoudrait pas la question, c'est comment mettre la main sur des échantillons à la fois, pas forcément représentatifs, mais du moins non biaisés,
non stratégiques. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est la mouvance de la décennie précédente sur le participatif, où les études avaient montré que 6% des publics participaient, quelle que soit la forme, soit en postant des photos, soit en mettant des likes ou quelques commentaires, jusqu'à ce que ça dérive et ce que ce soit détourné. Donc oui, si c'est 6%, ce qui masque quand même les 94 autres pourcents qui ne veulent pas participer, hein, qui veulent pouvoir compter sur les rédactions et sur les jeunes journalistes pour le faire à leur place, parce que c'est chronophage, et que quand on est le matin, le midi ou le soir à consommer de l'information et qu'on n'a pas le temps soi-même d'aller la vérifier, on peut compter sur d'autres, donc sur des médias, et je ne crois pas qu'on se l'approprie. C'est juste que c'est devenu un impératif. Si 6% veulent y participer, qu'ils donnent la garantie qu'ils sont des énonciateurs eux-mêmes fiables et non orientés, même si on l'est tous un peu.